Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y como Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más. Alors, si je l'ai choisi, cette chanson, bien sûr, c'est parce que Che Guevara, c'était un révolutionnaire. Ça veut dire qu'il avait en face de lui un ordre social injuste et qu'il a tout fait pour le derrotar, ça veut dire le dézinguer, quoi. Et en gros, c'est ce qu'on va vous expliquer, Françoise et moi. On s'est trouvé devant un ordre des choses dans l'administration qui était légèrement injuste et on est toujours en train de le combattre. Voilà. Et on n'arrête pas, n'est-ce pas, Chantal? Oui, Françoise, tout à fait. J'arrête pas. Enfin, je travaille. Enfin, on ira jusqu'au bout. Voilà, je me bats de toutes mes forces. exactement.
Charles Lacroix, c'est donc un jeune homme qui a 23 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais juste me permettre une petite correction. Tout à l'heure, tu m'as présenté comme étant étudiant. Je ne suis Oui. plus étudiant. Eh bien, Voilà. c'est justement la Voilà. première Et des deux justement, on va questions. en parler. Voilà, c'est la première des deux questions à laquelle tu devras répondre, Charles. Voilà. Alors, Mais donc, oui. Charles, qui n'est plus étudiant, il a choisi une nouvelle voie, et j'espère qu'il va réussir dans cette nouvelle voie. Charles a une chaîne YouTube. Et il a décidé de faire une entrevue dans sa chaîne YouTube, une entrevue avec Françoise Nicolas et une entrevue avec moi. Et voilà pourquoi je nous ai réunis tous les trois aujourd'hui, cet après-midi. Et donc, Charles, la question que je vais te poser avant qu'on donne la parole à Françoise, c'est qu'est-ce qui t'a intéressé dans les deux, dans les deux dossiers de Françoise Nicolas et de moi-même? Qu'est-ce qui t'a intéressé pour que tu nous demandes à l'une et à l'autre une entrevue? Alors moi, déjà, le principe de ces interviews, c'est pour moi d'interviewer des gens qui dérangent un peu le système dans lequel ils étaient. Bah, par exemple, Françoise Nicolas, justement, qui dénonce du détournement de fonds publics dans l'ambassade dans laquelle elle était. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'affaire Françoise Nicolas, c'était le côté lutte contre un système établi qui est injuste et qui concerne tous les Français, hein, parce que mine de rien, le détournement de fonds publics, c'est l'argent public, c'est l'argent de qui? C'est le nôtre, hein, c'est l'argent qu'on met en commun. Et c'est un peu relou de se dire que il y a des corrompus qui s'en mettent plein les poches en prenant dans la caisse comme si c'était leur tirelire, quoi. Donc ça, moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que c'est un sujet que je pense d'intérêt public. Eh ben écoute, en tout cas, Charles, grâce à toi, on a donc des milliers de vues sur ta chaîne YouTube, puisque la vidéo de Françoise et la mienne ont des milliers de vues, donc c'est très très bien pour toi, je suis très contente. Alors justement, je vais introduire Françoise Nicolas avec une autre vidéo, mais que je vais juste vous montrer. Donc, cette réunion s'est passée à l'Assemblée nationale le 14 octobre 2020. Donc, vous voyez, Françoise, elle est à gauche, moi au centre. Au fond, c'est une avocate parisienne qui s'appelle Maître Christelle Maza, qui est spécialisée dans la défense des fonctionnaires qui luttent contre le harcèlement moral. Et à droite, c'est le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis. Et donc, Françoise Nicolas et moi, on s'est rencontrés physiquement ce jour-là à l'Assemblée nationale parce qu'on avait été invités par le député La France Insoumise, donc Bernalicis. On avait été invités en tant que lanceuse d'alerte dans la fonction publique. Mais on se connaissait déjà avant. Enfin, moi, je connaissais aussi son histoire avant. C'est-à-dire qu'en 2009, eh bien, elle a été victime d'une tentative de meurtre, tout simplement, parce qu'elle avait justement, pour ne pas que sa responsabilité personnelle au consulat, à l'ambassade de France au Bénin, pour ne pas que sa responsabilité personnelle soit mise en cause, elle avait fait remonter à son supérieur hiérarchique alors, tu n'avais pas dit détournement de fonds publics, mais en tout cas, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien dans la comptabilité du service que tu gérais. Alors, je ne vais pas tout expliquer l'histoire de Françoise parce que je vous assure, depuis 2009, c'est colossal son histoire. Mais justement, écoutez la vidéo de Charles. Et puis, Françoise, elle a fait d'autres vidéos. Elle a un compte Twitter aussi qui a actuellement 10 000 abonnés. C'est ça, Françoise? Oui. Voilà. Et donc, Françoise Nicolas, elle était fonctionnaire dans l'administration des affaires étrangères et elle a subi à la fois des représailles, du harcèlement et une tentative de meurtre. Et donc, elle se bat depuis 2009 contre cela. Voilà. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'elle a choisi
dans les commentaires de la vidéo qui a été publiée sur la chaîne de Charles, elle a choisi 5 commentaires et elle va y répondre donc précisément, ce qui va lui permettre d'aborder des aspects de son dossier d'une façon un peu plus détournée, si vous voulez. Voilà. Donc Françoise, c'est à toi pour expliquer un petit peu la nature des représailles que tu as subies après 2009 de la part de ton administration, et ensuite pour présenter les commentaires que tu as décidé de choisir et auxquels tu as décidé de répondre. Oui, tout à fait. Merci Jocelyne pour ta présentation. Alors donc, comme tu l'as expliqué, j'étais une fonctionnaire des affaires étrangères et à un moment donné, j'ai signalé, je me suis rendu compte qu'il y avait sur le budget dont j'étais responsable, des dépenses fictives imputées sur le budget de l'État. Donc, en clair, c'était des détournements de fonds publics. Donc, j'ai fait l'objet de manœuvres pour m'écarter de l'ambassade, de menaces, et ces menaces ont été concrétisées quelques temps plus tard, puisque ma collègue du bureau, un emploi fictif de l'ambassade, aussi nos impôts, a tenté de me tuer et m'a étranglée. J'étais à fond, je n'ai pas pu appeler au secours. Donc, j'ai survécu grâce à un agent d'entretien qui travaillait à proximité. Donc, voilà. Donc, mais la suite de ça, puisqu'on parlait de représailles, eh bien, à la suite de ça, j'ai été rapatriée disciplinaire en France quelques jours plus tard. Ça, c'était le début. Rapatriée disciplinaire. J'ai quitté le Bénin sans même pouvoir faire une valise, juste avec mes vêtements et une clé USB que l'informaticien de l'ambassade m'avait remise, qui est la base de tout ce que vous voyez derrière, là, tous les classeurs, la cinquantaine de classeurs. En fait, tout est parti. Je suis partie sans rien et très blessée par l'agression, donc je ne tenais même pas seule debout. Donc, avec juste une clé USB, voilà le résultat derrière. C'est une cinquantaine on voit mieux avec voilà. Oui, on les voit, oui. Voilà. Tout à fait. Donc, les représailles, c'est d'abord, j'étais rapatriée disciplinaire, donc c'est infamant. Donc, j'ai abandonné ma maison, voilà, rapatriée disciplinaire, sanctionnée en France, voilà, etc. Donc, j'ai eu des sanctions en cascade qui ont abouti, il y a 4 ans, à ma radiation de la fonction publique. J'ai été radiée sous un faux prétexte. Donc, le ministère a essayé m'a fait passer des expertises psychiatriques à un moment donné qui m'ont toutes été ultra favorables, parce qu'ils voulaient ma peau, et donc ils m'ont fait passer 3 expertises psychiatriques qui toutes m'ont été ultra favorables, qui avaient duré 1 heure, 3 heures, 3 heures et demie à chaque fois. Ils sont allés chercher à Paris un expert connu comme le Loup Blanc, parce que moi je suis à Nantes. Qui m'a reçu 10 minutes montre en main dans son bureau, qui là-dessus a déterminé que j'étais invalide à tout travail et préconisant ma retraite d'office. Et donc, j'ai été radiée il y a 4 ans et je me bats et ma radiation a été validée par le Conseil d'État il y a peu. On y reviendra. Donc, voilà, donc des représailles, j'en ai eu en long, en large, en travers, voilà, jusqu'à l'asphyxie économique maintenant. Françoise, juste une seconde. Est-ce que c'est une radiation ou est-ce que c'est effectivement une mise à la retraite anticipée? C'est une radiation c'est une radiation, une mise à la retraite d'office pour invalidité, c'est radiation. Radiation, ça veut dire que j'ai encore des droits à retraite, alors que la révocation, si j'avais été révoquée, je n'aurais eu aucun droit. Là, j'ai été radiée. Mais radiée, ça veut dire quand même que tu vas toucher la retraite. Ah mais oui, mais je touche une micro-retraite parce que j'avais très peu d'années de fonction publique, donc d'accord. C'est très Moi, je suis transparente, je le dis sur les réseaux sociaux parce que les gens m'aident à payer mes frais d'avocat. Moi, j'ai 800 € de retraite par mois, donc pas loin. Donc, c'est mise à la retraite d'office. Voilà, mise à la retraite d'office, voilà, c'est ça. Ok, vas-y, continue, excuse-moi. Je parle des détournements de fonds publics au ministère des Affaires étrangères. Ce sont des pratiques connues, c'est-à-dire que ce sont des pratiques qui sont documentées par des livres, par des rapports parlementaires. Enfin voilà, c'est sur le fait que les ambassadeurs confondent leurs poches, les fonds de l'État, nos impôts, avec leurs poches privées. Ça, c'est voilà. C'est très donc. Et dans mon cas, plus précisément, ma force sont mes preuves. Donc, je produis des documents très précis que personne ne peut contester. Et en plus, au cours de toutes ces années, à un moment donné, j'ai obtenu le témoignage très précis, accablant, d'un premier lanceur d'alerte
de l'histoire, voilà, sur les faits, sur les mêmes faits. C'est-à-dire des détournements de fonds publics à l'échelle de l'ambassade de France au Bénin qui, à un moment, qui étaient généralisés, mais qui, à un moment donné, ont porté sur le petit service dont j'étais responsable. Et là, je me suis inquiétée. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Quand tu dis, Françoise, que donc il y a des rapports, il y a des livres qui ont été produits sur ces détournements au ministère des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. Est-ce que dans tes procédures, aussi bien administratives que pénales, est-ce que tu les as produits, ces documents, à l'appui de ce que toi-même tu avais? C'est même pas la peine, parce que les livres dont je parle, c'est les rapports, etc. Moi, je produis suffisamment de choses par moi-même, à savoir des mails, des mails d'alerte, des mails. Tu as parlé de, j'avais alerté ma hiérarchie, ma nouvelle hiérarchie à l'origine de ces détournements en interne au sein de l'ambassade, mais j'avais écrit également au Quai d'Orsay à mon correspondant gestionnaire pour expliquer la situation de façon très factuelle et demander conseil sur la conduite à tenir. Voilà, j'avais écrit, donc il y a des mails, il y a des écrits, tout ça. En plus, donc, des bases de données que j'avais établies, moi, pour être un outil de travail, et qui, en les comparant avec le logiciel d'imputation sur les crédits de l'État, mettait très clairement en évidence les détournements de fonds publics, les dossiers vides imputés sur le budget d'État. Et je publie des copies d'écran sur Twitter régulièrement parce que c'est très graphique, finalement. C'est très graphique. Et bon, pour boucler, pour conclure sur le sujet, moi, dès que je m'en suis rendu compte, j'ai écrit à ma hiérarchie en parlant de dossier fantôme. C'est clair, dossier fantôme. Voilà. Donc bon. Donc ça, les détournements de fonds aux affaires étrangères sont des pratiques très connues. Voilà. Et depuis 2009, tu disais aussi que tu avais rencontré d'autres lanceurs et lanceuses d'alerte, et que cette généralisation ou cette banalisation de cette pratique de corruption, ça n'arrive pas à exploser et à devenir vraiment tellement scandaleux que les ministères tombent ou... Non, du tout. Alors, comment tu expliques cela, toi, avec les réseaux, il y en a même qui ont eu des promotions. J'ai mon cas qui est documenté, mais depuis, j'ai également eu, j'en ai parfois parlé sur Twitter, le cas d'un dossier. J'ai plusieurs dossiers de collègues qui ont signalé en interne des détournements de fonds publics. Donc, l'un a vendu son silence. L'autre, l'affaire est publique, c'est Pierre Mazzoni. C'était quand même 7,5 millions d'euros de détournés à l'ambassade de France au Venezuela. Donc, lui, il a été réintégré au ministère il y a peu de temps. C'est quand même des choses très, très lourdes, conséquentes. Mais non, et tout le monde se tait. Et notamment, on arrive peut-être au deuxième point, sur le fait que les médias se taisent, tout le monde se tait. Moi, je me bats, j'ai été agressée il y a plus de 12 ans à mon bureau, et je me bats depuis là, on va dire même que je me bats depuis 13 ans contre les manœuvres de l'ambassadeur, etc., et tout ce qui m'est arrivé. Et mon histoire, elle est publique depuis 2011. Elle est publique depuis 2011, c'est-à-dire que le premier article de presse, dans une lettre spécialisée sur l'Afrique, date de mars 2011, mais en juin 2011 a quand même été publié un premier livre. C'était la réédition en livre de poche d'un succès de librairie sur les diplomates, et ce qui se passait justement derrière la façade des ambassades de France, c'était le titre du livre. Succès de librairie, réédité en édition poche. Et mon histoire a enrichi la version poche du livre, et elle faisait l'introduction du livre. L'introduction du livre, donc c'était quand même pas rien. C'est un livre qui a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, voilà, donc pas rien, l'introduction, donc voilà. Donc là, c'était plus sur l'aspect people de mon agression, puisque j'étais agressée par une femme qui est protégée par des réseaux très haut placés par l'État français, parce que voilà, mais quand on lit le chose, on pressent bien qu'il y avait quand même un gros lézard sous le caillou, hein, voilà. Donc, histoire publique depuis 2011, et il n'y a rien eu, malgré les efforts de l'auteur, qui était lui-même journaliste, pour attirer l'attention de ses collègues sur l'aspect extraordinaire de ma situation, il n'y a rien eu, quasiment rien eu dans les médias français jusqu'en 2019.
Mhm. Sachant qu'entre-temps, il y avait eu un deuxième livre, voire même un troisième, et surtout un deuxième qui s'appelle toujours La traque des lanceurs d'alerte, préfacé par Julian Assange, traduit en anglais, enfin voilà, donc qui a été boycotté aussi par les médias. Mais on n'a pas parlé de mon histoire en France jusqu'en 2019, malgré tous mes efforts pour me faire entendre. Voilà, on n'en a pas parlé jusqu'en 2019 parce qu'en 2019, en fait, un petit flashback, la directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères, qui était à la manœuvre à l'époque pour tout étouffer, pour me briser, tout ça, est devenue plus connue du grand public. Elle s'appelait Nathalie Loiseau. Et en 2019, Nathalie Loiseau, qui avait intégré le gouvernement de en 2017, en 2019, Nathalie Loiseau est devenue tête de liste LREM pour les élections européennes, et donc de ce fait, est devenue beaucoup plus connue du grand public. Et à ce moment-là, j'ai eu un gros article dans Libération, sous la pression des internautes qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Françoise Nicolas? On peut savoir. » Donc ça, cet article a été fondamental pour moi, pas dans le sens que j'aurais cru, mais l'article de Libération fondamental, parce que moi, en toute bonne foi, j'ai communiqué avec le journaliste, j'ai passé 4 heures au téléphone avec lui, je lui ai envoyé des centaines de documents, j'ai répondu à des mails pointus, tout ça. Lui, de l'autre côté, il n'a pas interrogé Nathalie Loiseau, parce qu'il ne fallait pas... oui. Il fallait pas déranger madame qui était en pleine campagne électorale. Et le résultat de tout ça, ça a été un article donc, publié en avril 2019, dans lequel ce journaliste tordait les faits autant qu'il pouvait, mais vraiment un article malhonnête au possible, tordait les faits autant que possible pour conclure que Madame Nicolas était une femme sincère, mais fragile. Voilà, c'était là, tu vois, un espace de commentaires. Madame Nicolas est une femme sincère, mais fragile. Moi, j'étais complètement désarmée là-dessus. Enfin, j'avais pas. Mon avocat me disait, bah oui, un droit de réponse, ça va me coûter de l'argent, etc. Et j'ai un copain qui m'a dit, tu sais, il existe un réseau social qui s'appelle Twitter. Voilà, donc je connaissais pas. Il m'a dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Je suis allée sur Twitter et j'ai tapé une réponse à Libération avec, tu vois, sous le coup de l'émotion quand même. J'ai tapé une quarantaine de petits textes avec à chaque fois des copies d'écran pour expliquer ce qui s'était passé. Bravo! Oui, mais donc ce qui fait que à ce jour, cette réponse à Libération faite dans l'urgence et sous le coup de l'émotion est devenue mon tweet épinglé et a été vu à ce jour plus de 700 000 fois. C'est bien, bravo Françoise, bravo. Plus de 700 000 fois. J'avais à l'époque, il y a 3 ans, j'avais 200 abonnés parce que j'étais un petit peu connue des gens qui s'intéressaient parce que je me démenais comme un beau diable. Hein. Maintenant, de 200, je suis passée à 10 000. Mais tout ça, je le dois à qui? Je le dois aux citoyens. Je le dois aux tweetos. Je le dois aux gens qui utilisent Twitter, qui est un petit réseau social finalement, mais bon, qui a son intérêt parce qu'il est utilisé par les politiques, les journalistes, tout ça, donc une visibilité. Et puis, bon, aussi, c'est une façon de préserver mon entourage. J'ai une fille qui ne sait pas que Twitter existe, donc ça me permet de maintenir la coupure. Voilà, c'est très bien comme ça. D'accord. Et donc voilà, Twitter, je dois beaucoup à Twitter parce que les grands médias se taisent. Hein, Mediapart se tait depuis des années. Moi, des gens ont essayé de m'appuyer auprès des grands médias. Je pense à des gens, enfin aussi bien notamment Elisabeth Badinter en 2014-2015. Elisabeth Badinter, je pense que les gens connaissent. Elle me connaît depuis 35 ans. Elle a essayé de m'appuyer auprès de médias comme Mediapart. Mediapart, ils ne veulent pas traiter. Des journalistes pigistes ont proposé des articles clés en main sur ma situation. Refusé. Voilà, le Canard enchaîné, pareil. Moi, j'ai eu des anciens journalistes qui m'ont appelé pour me raconter des trucs. Et la conclusion de tout ça, c'est que personne ne veut se fâcher avec le ministère des Affaires étrangères. Même au Canard enchaîné, Françoise? Mais bien sûr. D'où ils tiennent leurs informations? D'où ils tiennent leurs informations? Ils ont des sources dans les ministères et notamment aux Affaires étrangères. Ils ne vont pas se griller. Si la source du Canard enchaîné leur dit, comme le ministère dit au syndicat, ne vous en mêlez pas. Ne vous en mêlez pas. Vraiment qu'ils vont griller leurs sources pour mes beaux yeux? Bien sûr que non.
Et ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, je te crois, bien sûr, hein, mais ce que j'ai du mal à comprendre dans ce cas-là, c'est que le Canard enchaîné sort quand même des scandales qui touchent tous les ministères, non? Ah, mais ils sortent des scandales, mais de façon sélective. C'est une indignation sélective. Si tu veux, ils sortent des scandales qui vont toucher à telle ou telle personne à un moment donné parce que ça va arranger telle ou telle autre personne. Mais Oui, moi, par exemple, ce dont je témoigne, ça touche au cœur du système. On n'est pas revenu à ça, mais je ne sais plus si je l'évoquais dans l'interview de Charles. Mais moi, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a envoyé là-bas à l'ambassade de France au Bénin sans formation pour me faire une mauvaise blague. Donc, le résultat de tout ça, c'est que personne ne m'a averti qu'il ne fallait surtout pas mettre de l'ordre dans ce type de service parce que c'était la caisse la noire caisse noire, des voilà. ambassades par excellence. Oui. La caisse noire. Voilà. Moi, je l'ignorais. Donc, je suis arrivée là-bas avec pleine de bonne volonté. J'ai mis de l'ordre dans le service. Ça a causé ma perte. Donc, je veux dire que moi, finalement, je mets au défi quiconque de me contredire. Moi, je touche au cœur d'un système, parce que l'ambassadeur en question, il détournait au vu et au su de tout le monde dans les grandes largeurs. Bon, j'ai le témoignage du premier lanceur d'alerte qui est très clair sur le fait qu'il y avait un enrichissement personnel, mais moi, ma conviction est que, vu son impunité, son assurance à détourner sans se cacher, c'est qu'il avait un appui politique. Qui dit appui politique dit financement politique. Enfin, moi, ça m'est arrivé sous l'époque de Sarkozy. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que moi, je pense que j'ai mis le doigt, sans le vouloir, sur le cœur d'un système. Et le cœur d'un système, il arrange tout le monde. Oui. On va pas dénoncer ce qui fait le cœur d'un système. Tu vois, les scandales qui font l'objet d'articles dans les médias que j'ai pu évoquer ou ailleurs, c'est de l'écume. C'est de l'écume, tu vois, c'est le harcèlement sexuel par un tel, c'est des petits trucs par. Mais moi, ce dont je témoigne, c'est vraiment qui peut croire, enfin, qui peut croire que ce dont je témoigne ne s'est passé qu'à l'ambassade de France au Bénin, sur les quelques mois où j'étais en fonction, qui peut croire que ça n'était que là, à ce moment-là. Voilà, bon, on se rend bien compte que je témoigne de la pointe émergée d'un iceberg et d'un système établi, carré, documenté, voilà, bon, donc personne ne va en parler. Donc, tu disais les médias alternatifs avec moi, les petits médias. Ouais. Et Françoise, tout à l'heure, tu veux nous redire le titre, s'il te plaît, du livre de poche dont la préface était consacrée à ton affaire. C'était l'introduction, oui, c'était derrière les façades de les diplomates, derrière la façade des ambassades de France. Comme tu dis, ton affaire, elle permettrait de faire exploser de l'intérieur ce système vérolé, mais il y a aussi ce qui n'existe sûrement pas dans les autres affaires de corruption des affaires étrangères, il y a aussi la tentative de meurtre. Oui. Parce que ça, c'est tellement hallucinant, quoi. Donc, en fait, c'est un dossier explosif. Je peux rappeler rapidement. Donc, la tentative, enfin l'agression qui pénalement a été qualifiée de tentative de meurtre n'est pas venue par hasard. Hein. Auparavant, les 6 mois précédents, j'étais tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur. Du coup, j'avais saisi des avocats, un tribunal. Donc, je me suis sortie du piège avec difficulté, mais je me suis sortie du piège. Ce qui fait que dans les mois qui ont suivi, j'informais mes avocats de ce à quoi j'étais confrontée à l'ambassade. Hein, et mes avocats sont parfois intervenus à distance, mais par exemple, il y a un élément précis. En octobre 2009, j'ai écrit à mes avocats pour leur expliquer que plusieurs personnes m'avaient répété la même scène au cours d'une même semaine, à savoir que s'était tenue à l'ambassade une réunion de service au cours de laquelle on s'était dit « mais comment on va faire pour éloigner Madame Nicolas pour de bon ?» Et au moins une fois, le numéro 2 de l'ambassade aurait dit « puisqu'elle aime tant le pays, on va l'en dégoûter, pourquoi pas un viol commandité ?» Et moi, l'expression viol commandité m'avait alarmée, parce que l'expression est quand même peu courante en France, elle l'est encore moins au Bénin. Donc j'avais écrit à mes avocats en leur disant « voilà, je vais raconter tout ça, voilà le nom de deux des personnes qui m'en ont parlé, qui avaient leurs coordonnées, parce qu'il y a 12 ans, les gens n'avaient pas Internet comme maintenant, au cas où il m'arriverait quelque chose.
Et 3 mois plus tard, donc j'étais l'objet de. Bon, je vous passe les détails, hein, je raconte régulièrement les suites de ça. Mais là, 3 mois plus tard, alors que j'étais aphone, que j'étais rentrée de vacances à mon bureau, j'étais aphone, c'est-à-dire que je ne pouvais pas prononcer un son parce que j'étais malade, etc. Bon, ben, je fais bref, hein, mais à un moment donné, j'étais assise à mon bureau en train de travailler et ma collègue s'est levée et m'a agressée par surprise, a tenté de me crever les yeux, m'a étranglée. Comme j'étais aphone, je n'ai pas pu appeler au secours. Donc j'étais en train de mourir sous l'effet de la strangulation et par chance, un agent d'entretien travaillait à proximité de mon bureau, a entendu du bruit anormal parce que des livres sont tombés, voilà, etc., donc qui étaient sur des étagères derrière moi. Donc l'agent d'entretien est entré dans le bureau, a réussi à arracher mon agresseur à mon cou et m'a sauvé la vie. Parce que j'ai eu, enfin, il est arrivé à temps pour que je survive, mais trop tard. Enfin, j'ai quand même fait 4 mois d'hôpital. J'ai quand même fait 4 mois d'hôpital. J'étais très blessée. J'ai eu de lourdes séquelles pendant des années. Bon, ça c'est, et avec un rapatriement disciplinaire à la clé, je le rappelle. Donc c'est vraiment. Et ma collègue qui a tenté de me tuer n'a jamais été inquiétée. Elle est très officiellement protégée par l'État français. Ce qui fait que devant les tribunaux, mais ça on va y revenir dans le point suivant. Oui, pour le troisième commentaire. Mais c'est vraiment, Françoise, il y a des photos et surtout, parce que je ne demande pas à être crue sur parole, c'est que quand après l'agression, j'étais emmenée dans un cabinet médical chez un médecin qui a établi le certificat de coups et blessures et qui a pris 11 photos de mes blessures. Donc je publie sur Twitter les photos de mes blessures. Donc à chacun de se faire son opinion, tu vois. C'est pas moi qui raconte justement, comme ça. Dans l'entrevue avec Charles, Charles te filme dans ton appartement et on voit justement que tu as tapissé 2 ou 3 murs avec des documents, des photos, etc. Donc, effectivement, il y avait un commentaire, je ne sais plus si tu l'as gardé finalement, il y avait un commentaire de monsieur qui disait oui, bon, il faudrait la croire sur parole et tout ça. Mais oui, c'est le point numéro 4. On a le point numéro 3 avant, mais on peut passer au point numéro 4 si tu veux. Oh ben écoute, dans ce cas-là, oui. Je reçois des témoignages de soutien par milliers, voire vraiment par milliers, et les commentaires comme ça, un peu, enfin négatifs, sont rarissimes. Se comptent sur les doigts d'une demi-main. Voilà, donc c'est rarissime. Mais si tu veux, ce commentaire me permet de mettre en évidence le fait que j'ai fait un gros travail de collecte de documents. Alors, comme je l'ai expliqué, j'ai quitté le Bénin avec mes seuls vêtements juste habillée comme, enfin voilà, sans valise, avec juste une clé USB dans la poche à partir de laquelle j'ai pu commencer à imprimer des choses en France, tout ça. Et donc là, la suite, c'est tout ça. Mais surtout, j'ai continué à collecter des documents. Et en collectant des documents très diversifiés, que ce soit des annonces légales, béninoises, cela. J'ai remonté plein de choses, des photos, tu sais, Internet, c'est une mine. Et puis des témoignages qui m'ont été donnés, des gens, voilà, etc. J'ai pu, non seulement je prouve tout ce que je dis, mais j'ai pu surtout identifier une douzaine de personnes, d'individus très puissants qui sont partie prenante à mon affaire. Cette douzaine d'individus est liée par des liens divers, des liens familiaux, des liens sexuels, des liens d'affaires, des liens d'amitié. Alors, je peux donner quand même 2 exemples qui sont assez amusants. Jacques Toubon, défenseur des droits, qui m'a refusé son aide en disant sans nier la réalité des faits que vous contestez, vous n'avez pas subi de représailles, donc pas de représailles, pas de protection. Moi, j'ai une photo de lui où il est rigolard avec l'ambassadeur que je mets en cause. Mon agresseur, donc, qui était la maîtresse de Bidule, un mec au placé, c'est aussi la sœur d'une journaliste, c'est aussi la sœur d'un journaliste de Radio France. Du coup, actuellement, aujourd'hui, en France? Alors, il a été, c'est un journaliste, tu vois, qui a nos âges, donc qui est connu dans Radio France depuis longtemps, donc il a une carrière, on va dire. Et donc, il a été à un moment donné, à l'époque de Mitterrand, il était chargé de mission auprès du PDG de Radio France. C'est un monsieur connu, mais ce qui fait que moi j'ai eu des contacts avec des journalistes de Radio France depuis 10 ans, des fois. Et là, il y a quelques mois, j'ai eu la confirmation. On m'a dit, c'est pas possible parce que dès qu'on prononce le nom de votre agresseur,
ben, elle est la sœur d'un journaliste de Radio France et Radio France aurait l'impression de se compromettre, de se salir s'ils évoquaient mon histoire. Mais tu vois, Oh il y a là plein là. de strates comme ça. Et si je le dis, enfin, ma force, ce sont mes preuves. Quand j'en témoigne sur Twitter régulièrement, je publie des copies d'écran, tout ça. Mais tout ça pour expliquer que, en revenir sur le sujet de ce commentaire, mon travail de collecte de documents, j'ai collecté énormément de documents pour établir les liens entre les gens, reconstituer. Là, je regarde mes murs, enfin, j'ai punaisé des documents officiels, donc, enfin, voilà, je suis très carrée, donc moi, je m'exprime. Ma première intervention publique, c'était à la Bourse du Travail de Paris en 2015, devant des caméras de télé, enfin, etc. Donc, il n'y a pas eu de suite. Je dis des choses très graves et toujours étayées, documentées. J'ai jamais été condamnée pour diffamation. Donc, alors, de deux choses l'une, où je raconte des bêtises et je devrais être poursuivie et condamnée, ce serait grave. Mais où ce que je dis est vrai, c'est encore plus grave. Voilà. Ah mais c'est certain que ce que tu dis est vrai, et une des façons, effectivement, pour ces gens corrompus, une des façons de comment dire, de se protéger, c'est de faire comme si tu ne l'avais pas dit. C'est-à-dire oui, elle parle, là, il y a quelqu'un qui parle, mais bon, on n'entend pas, quoi. C'est vraiment... Ou pendant longtemps, on a aussi essayé de me discréditer parce que j'étais en contact avec des journalistes, donc je parlais de l'étape marquante vraiment de 2019 avec cet article de Libération, mais auparavant, j'avais rencontré des journalistes, etc. Enfin, je me suis vraiment beaucoup démenée. J'ai même été candidate aux législatives il y a 5 ans. Enfin, voilà, donc bon, quand même, je me suis démenée, j'ai vraiment mouillé ma chemise, tu vois, j'ai participé à plein de choses, enfin, tu vois, des livres, des documentaires, des travaux universitaires, ben, je me suis vraiment démenée. Mais en fait, ça n'avait pas de suite parce que, comme me l'ont expliqué certains journalistes, en fait, le ministère prenait contact, faisait passer le message que j'étais une malade mentale. Bien sûr. J'étais pas stable, je disais n'importe quoi, tout ça. Donc, finalement, on en revient à Twitter. Et Twitter a été, voilà, 2019. La bouée de secours. Twitter, ça a été un miracle pour moi parce que c'est la mobilisation, c'est l'intérêt croissant des gens qui m'a permis de me faire entendre. Les gens ont bien vu que, un, j'étais constante dans ce que je disais, deux, je produisais des preuves, et qu'en face, c'était le silence, où on essayait de dire oui, mais ça ne tenait pas la route, parce que moi, je produis des preuves. Des preuves. Donc le discrédit, maintenant, ne joue plus, mais il a joué pendant des années. Donc, bon, enfin, je me suis habituée à tout ça, hein, donc voilà. Alors, j'ai une question pour Charles, justement. Charles, quand tu as rencontré Françoise, est-ce que donc tu connaissais déjà son compte Twitter? Est-ce que tu avais déjà lu un livre, le livre de Stéphanie Gibaud, donc, qui parlait de son affaire? Ou qu'est-ce que tu avais comme arrière-plan quand tu l'as rencontrée? Non, juste, moi, j'ai pas lu le livre de Stéphanie Gibaud. Oui. Je connais juste de nom Stéphanie Gibaud par le biais de Georges Kuzmanovic, qu'on a déjà parlé plein de fois dans des émissions, pour lui rendre hommage et la faire connaître un petit peu. Mais moi, j'ai connu Françoise Nicolas par Twitter, en fait. D'accord, c'est par Twitter, donc. Voilà. Ok. Excuse-moi, en fait, j'ai cru que tu demandais à Françoise comment elle a connu Stéphanie Gibaud. C'est pour ça que je comprenais pas. Non, pas du tout, non. Voilà, en fait, j'avais pas compris du coup que tu parlais à moi. Excuse-moi. Et donc, ça veut dire que justement, tu as su dès le comme le dit Françoise, tu as su dès le départ, en regardant les publications sur Twitter, que effectivement, on ne pourrait jamais la prendre en défaut par rapport au fondement des choses qu'elle affirmait. Ça, tu le savais dès le départ. Il y avait tellement de documents sur tout ce qu'elle affirmait que, enfin, ça se voyait qu'il y avait quand même un certain sérieux. Et puis je l'ai suivi pendant près d'un an, hein, avant Ah ouais, un peu moins d'un an, mais je l'ai suivi pendant longtemps avant de lui proposer une interview. Et quand je lui ai proposé une interview, on s'est appelé au téléphone, etc. En plus, Françoise, quand on te parle, il y a quand même en interview, il y a quand même une certaine honnêteté, parce que des fois, quand il y a quelques petits détails où t'as pas la preuve, bah tu le dis franchement, tu dis bon bah voilà, ça je ne peux pas le prouver, mais voilà. Et tout ce que tu peux prouver, c'est-à-dire 95% de tes affirmations, bah à chaque fois il y a des documents qui étayent.
Donc, moi, ça me paraît très solide. Et en plus, toi, ce que tu montres, alors, en général, les documents que tu montres, bah, tu peux pas tout montrer, donc tu montres vraiment le Oui, plus voilà, important. c'est une petite Mais ce qui est sélection. intéressant, voilà, ce qui est intéressant, c'est la masse volumineuse du dossier, quoi. Et D'accord. voilà, et j'en ai eu une partie sous les yeux pour préparer l'interview, évidemment, vu que Françoise m'a partagé son Google Doc dans lequel il y a les documents, donc j'en ai étudié une bonne partie. Voilà. Et alors peut-être, Charles, un jour tu feras un livre spécial sur Françoise Nicolas, alors. Ah, j'en suis pas encore à écrire des livres, hein. Pour le moment, j'en suis au vidéo YouTube. Alors, Françoise, pour terminer sur ce sujet de la médiatisation, donc moi quand je t'ai connue, c'est justement en 2019 parce que je regardais à ce moment-là le Média TV. Je le regarde plus hein, parce que ils sont totalement covidistes et covidios, donc c'est même pas la peine. Mais à l'époque, il y avait donc un entretien qui avait été publié avec toi, avec le monsieur qui s'appelle Théophile Théophile Poimeau, je crois. Poimeau, voilà, qui était Voilà, bien. c'est ça. Nathalie Loiseau, la tête de liste LREM, qui ira solliciter les suffrages des Français lors des élections européennes, mène campagne avec un caillou dans la chaussure. Ce caillou, c'est Françoise Nicolas, ancienne fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, en poste à l'ambassade de France au Bénin en 2009. Elle raconte avoir été l'objet de graves violences physiques et psychologiques, après avoir tenté de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'elle considère comme une vaste, en tout cas comme une importante opération de détournement de fonds. Renvoyée à Paris Manu Militari, mise dans un placard, puis à la retraite d'office, elle accuse, parmi d'autres, celle qui était la directrice des ressources humaines au Quai d'Orsay à l'époque, c'est-à-dire Nathalie Loiseau. C'était l'un des premiers Oui. médias TV par Internet alternatifs qui venait de se monter. Est-ce que tu as eu espoir qu'il y allait avoir justement une ouverture dans des médias peut-être pas grand public et détenus par les milliardaires, mais est-ce que tu as eu un espoir qu'il y ait eu d'autres médias qui viennent vers toi à ce moment-là ou Alors pas? oui, en 2019, au moment de la campagne des élections européennes, oui, il y a eu plusieurs médias. Donc, en avril 2019, il y a eu d'un coup, il y a eu Vécu. Vécu a été le tout premier à me recevoir. Gabin Formont, donc Vécu. Ensuite, le média, Théophile Poimeau, Didier Maisto sur sa page, enfin, qui était le PDG de Sud Radio. Enfin voilà, donc, mais ça aurait dû, et avec Nathalie Loiseau, tête de liste LREM, normalement, ça aurait dû prendre. Enfin, les gens, voilà, il y a eu, elle a été mise en cause pour ayant été membre du GUD quand elle était un parti d'extrême droite, un mouvement d'extrême droite, quand elle Ah était bon? au début, elle a dit Bah non, oui, non, tu non, savais non, pas? non, non, Ah non, non, je non, savais c'est pas. pas vrai. Non, comme d'habitude, elle a dit non, non, c'est pas vrai. Et en fait, ben, les gens Puis on produisent, a enfin, les les gens photos. produisent des preuves, enfin, etc. Elle dit ah oui, j'avais oublié, enfin, tout ça. Donc, je pensais que mon histoire aurait été évoquée à ce moment-là, notamment à un moment donné, on parlait de Mediapart, moi j'étais en contact avec le responsable du service politique de Mediapart qui est décédé maintenant, Manuel Jardino. Donc je savais par une journaliste à qui on avait refusé des pigistes. Donc, elle dit non, non, le responsable politique de Mediapart veut traiter directement le truc. J'ai encore des échanges avec lui. Il me dit oui, oui, je vous appelle demain, sans faute. Il m'a jamais appelé. Il m'a jamais appelé. Enfin, c'est. Oui, j'aurais cru. J'ai pensé au printemps 2019 que ça allait exploser parce que j'avais vraiment un excellent alignement de planètes qui avait commencé 2 ans avant avec le fait que Nathalie Loiseau intègre le gouvernement numéro 2 d'Édouard Philippe. Pour moi, ça a été une chance formidable parce que ça m'a donné une visibilité et encore plus en 2019. Mais c'est retombé complètement. Ça a été effacé. Alors là, j'ai une question à tous les deux, parce qu'il y a 4 jours, je crois, j'ai revu un documentaire qui a été fait sur l'affaire Dreyfus, un documentaire assez récent, 3-4 ans, je crois, qui est très bien fait, qui s'appelle c'est dans la série L'ombre d'un doute. Et pour la première fois, j'ai lu beaucoup de livres sur l'affaire Dreyfus, et pour la première fois dans ce documentaire, l'animateur, le présentateur, affirmait que ça avait été un complot de la part de l'armée. Bon. Et donc tout le monde sait que si l'affaire
a permis la sortie de prison de Dreyfus, c'est grâce à l'article de J'accuse. Donc, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, étant donné que la caste médiatico-politique se serre les coudes, est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, ne pas trop attendre que les révélations viennent de ce milieu-là, mais y aller franco en accusant les gens? Du style, par exemple, Françoise, tu fais une déclaration filmée que tu publies et tu dis « J'accuse Nathalie Loiseau d'avoir fait ceci, ceci, cela. J'accuse l'ambassadeur, j'accuse… » Voilà. Est-ce que tu ne penses pas, et Charles, je voudrais ton avis aussi, qu'aujourd'hui, ça serait le seul moyen de faire exploser? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, je pense effectivement que ça peut être une technique hein, pour faire venir le lecteur ou le spectateur, hein, selon si tu écris ou si tu tournes une vidéo, d'entrée de jeu, Charles, il est de bloqué. balancer des… Oh, décidément. je bloque. Ça marche T'es pas là? revenu? Bah oui. C'est bon, Charles. Là, on te voit. Parce que ça marchait pas là? Non, il y a eu un blocage de 5 secondes. Ah, pardon, j'ai peut-être un léger décalage. Je disais, le fait de lâcher des noms directs, que ce soit en vidéo ou par écrit, ça peut être une technique, surtout si, aujourd'hui, il faut faire du clic, hein, surtout si tu lâches des noms dès le titre. C'est pour ça que j'avais hésité à mettre un nom direct pour accuser direct dans le titre de l'interview. Mais je me suis dit quand même, j'aimerais bien que les gens retiennent le prénom de Françoise Nicolas, donc mettre plutôt son prénom que le prénom de gens qu'elle accuse. Voilà, donc j'avais hésité à le faire hein, en mode mentionner direct dans le titre, mentionner Nathalie Loiseau, ou tu vois. Je me suis dit pourquoi pas, mais je me suis dit, ouais, après, vu que c'est un truc d'une heure, je vais faire un titre qui est plus représentatif, et je me dis, vu que c'est quand même intéressant, je pense qu'il y aura quand même pas mal de vues malgré tout. Donc voilà, après c'est des choix, hein, la manière de présenter l'information, c'est des choix selon qui tu veux toucher, comment, sur quel média t'es. Mais effectivement, ce que tu dis, oui, ça peut être une technique. Ok, Et toi, Françoise? Oui, moi je suis toujours partante pour faire ce genre de choses. Hein, voilà. Non, parce que vraiment, je réécoutais l'article de Zola, l'article de Zola, et c'est percutant, quoi. C'est concis et percutant. C'est j'accuse le ministre de la guerre Mercier, j'accuse le chef d'état-major de Wadefre, j'accuse le commandant du Paty de Club, et avec à chaque fois les faits précis que ces comploteurs ont commis. Et donc, dans ton affaire à toi, qui dure depuis 2009, il y a tellement de choses énormes, que ce soit l'ambassadeur, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, que ce soit après le défenseur des droits tout bon, que ce soit le Conseil d'État, enfin, il y a tellement de choses, et tu as tellement de documentation qui permet de le prouver, que moi, je me dis, Zola l'a fait, pourquoi ne pas le refaire? Tout à fait. Non, mais tout à fait, c'est une excellente idée. Je t'en remercie. Effectivement, je me suis tournée vers les tribunaux pour obtenir gain de cause. Déjà, j'étais, voilà, mon rapatriement disciplinaire, hein, voilà, donc plein de choses, plein de sanctions en cascade. Donc, je me suis pourvue devant les tribunaux administratifs. Je suis allée 3 fois jusqu'au Conseil d'État. Hein. J'ai été confrontée à plusieurs reprises à la raison d'État. La raison d'État, c'est l'intérêt, la définition de la raison d'État. Donc, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui fait que, eh bien, l'État français, enfin les tribunaux n'appliquent pas les lois de la République puisque c'est l'intérêt supérieur de la nation de ne pas les appliquer. Et moi, dans mon cas, la raison d'État, elle est basée sur le fait que la collègue qui a tenté de me tuer était la maîtresse d'un homme aux relations placées. Et dans les décisions de justice, ça donne, on n'applique pas les lois à Madame Nicolas pour préserver les bonnes relations diplomatiques entre la France et le Bénin. Il y a eu… Ça a été écrit noir sur blanc dans une écrit, je publie ça régulièrement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et donc, moi, un magistrat, une fois devant une cour d'appel, a expliqué que la raison d'État, c'était très rare. Il n'y a eu que 5 cas dans toute l'histoire du Conseil d'État. Donc, un des 5 autres, enfin, dans 5 cas, donc parmi les autres cas, il y a eu l'affaire Clearstream avec Denis Robert, donc qui est plus connu du grand public. Mais enfin, voilà, moi, j'ai été confrontée à plusieurs reprises à la raison d'État devant les tribunaux administratifs, voilà, donc
c'est quand même, comme on le dit régulièrement, enfin, le Conseil d'État a une double casquette, hein, il est à la fois conseil de l'exécutif et pseudo-juge administratif. Donc, par exemple, il a validé ma radiation en décembre dernier, voilà, alors que le pourvoi de mon avocat était très explicite sur le fait que j'étais tout à fait capable de travailler, que je subissais des représailles pour avoir signalé les détournements de fonds publics. Donc, ça, c'était explicite et le Conseil d'État a balayé d'une phrase « Le pourvoi de Madame Nicolas n'est pas à lui ». Ça également, c'est le double casquette du Conseil d'État, comme on retrouve le double discours du Conseil d'État sur les lanceurs d'alerte, à savoir, dans leurs études, dans les auditions à l'Assemblée nationale, il faut protéger le lanceur d'alerte, pas pour l'éthique, hein, il faut protéger le lanceur d'alerte pour étouffer le scandale. C'est ce qui est dit et répété. C'est pas parce qu'on veut que les choses soient comme ça, c'est pour étouffer le scandale. Donc ça, venez vers moi, je témoigne régulièrement sur Twitter là-dessus. Voilà, bref. Audition à l'Assemblée nationale, il faut étouffer le scandale. Voilà, c'est ça. Et ma radiation, donc que j'évoquais d'autre part, donc validée quand même par le Conseil d'État en décembre, alors malgré les évidences. Voilà. Donc ça c'est et donc là, tribunal administratif. Donc deuxième pan, les tribunaux judiciaires. Mes plaintes pénales ont été enterrées de chez enterrées, elles le sont toujours. Mon agresseur n'a jamais été inquiété, jamais, jamais, jamais. Alors ce sont des épisodes, mais je vais donner un exemple d'obstruction grossière. Ma première plainte pénale, elle est restée bloquée 1 an à Rennes, 1 an à Tarascon, 1 an à Montpellier. C'est pas. Elisabeth Badinter qui a écrit au procureur de la République pour lui demander pourquoi, mais pourquoi. Donc aussitôt classé sans suite, mais ça illustre bien la suite est à l'avenant. La suite depuis des années, ce n'est que ça. Donc mon agresseur n'a jamais été inquiété, interrogée, elle est toujours, d'après l'article de Libération, elle est toujours en fonction, avec des guillemets, à l'ambassade de France au Bénin, donc payée avec nos impôts, hein, tout va bien pour elle, merci. Voilà, et donc, et puis si la justice administrative, enfin quand même, le défenseur des droits, c'est quand même prévu par la Constitution. Le défenseur des droits, je l'accuse d'avoir cédé à des pressions, et non seulement, il y a des choses que je peux montrer publiquement, il y a des choses que je montre aussi en occultant les noms d'amis de Toubon qui m'ont écrit, hein, qui ont bien dit, voilà, et je peux produire, enfin, je dis ça, d'ailleurs, dans mon interview aux médias de 2019, je mettais aussi, je disais que j'étais prête à répondre des accusations que je portais contre Jacques Toubon devant un tribunal. J'étais sûre de moi. Bien sûr. Alors, mais pour corroborer ce que tu dis, justement, moi j'ai eu le cas récemment avec Claire Hédon, la nouvelle. C'est-à-dire que au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il y a actuellement un vice-président qui s'appelle Olivier Nizet, contre qui j'ai porté plainte aussi pour déni de justice et complicité de harcèlement avec le rectorat de Reims, parce que cet individu, il a des pouvoirs d'instruction avec le code de justice administratif, article L-5, et il ne les utilise pas. Et parmi ses pouvoirs d'instruction, il a celui d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer des documents administratifs auxquels j'ai droit, et auxquels j'ai droit par la Constitution. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit, dans une décision du 3 avril 2020, que le droit d'accès aux documents administratifs était de nature constitutionnelle. Eh bien, monsieur Olivier Nizet, donc, refuse depuis 2017 et encore plus depuis 2019, où je le lui demande explicitement noir sur blanc, il refuse d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer 16 documents administratifs. 16. Et la raison pour laquelle le rectorat de Reims refuse de me les communiquer, c'est que ces documents, lorsque je les aurai en ma possession, parce que je les aurai, eh bien, je prouverai ce que je dis depuis 2016, c'est-à-dire que le rectorat de Reims me harcèle et me suspend et me fait révoquer tout simplement parce que il défend, la rectrice et puis ses successeurs, défendent les deux cheffaillonnes qui m'ont harcelé. Et là où j'en viens à la défenseur des droits, c'est que l'année dernière, pour la première fois, je suis donc montée jusqu'à elle pour lui dire « Madame, trouvez-vous normal que le vice-président d'un tribunal administratif refuse
d'utiliser ses pouvoirs d'instruction afin de faire respecter mon droit constitutionnel d'accès aux documents administratifs. Eh bien, j'ai reçu un courrier me disant que la défenseur des droits, en fait, elle s'occupait pas trop des problèmes avec les tribunaux et que c'était à moi de faire toute seule. Voilà. Donc, je confirme, François, ce que tu dis. La défenseur des droits, dans certains domaines, elle ferme la porte et puis on s'en occupe plus, quoi. Voilà. Oui, mais de toute façon, enfin, Claire Hédon, il y a des épisodes qui se suivent. Hein. Je vais pouvoir faire, je vais amuser nos auditeurs, hein, parce que là, il y a eu, je ne sais pas si j'ai 2 minutes, mais il y a quelques mois, il y a une nouvelle loi qui a été votée pour améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Donc, c'était, voilà. Et si tu veux, de par le fait que j'étais connue sur Twitter, je parasitais la communication officielle qui disait, oui, les lanceurs d'alerte sont protégés, on va améliorer la protection. Donc, je parasitais. Donc, il y a le député qui était en charge de tout ça qui m'appelle et qui me dit, voilà, vous savez ce que vous a écrit Jacques Toubon en 2018, le fait que, pas de représailles, pas de protection. Il s'est agi d'un malentendu. J'en ai discuté avec la numéro 2 de chez le Défenseur des droits, l'adjointe de Claire Hédon. Il s'est agi d'un malentendu, vraiment. Faites une nouvelle demande. J'ai fait ma nouvelle demande, pleine d'espoir, avec un gros dossier. Et j'ai pris le parti de raconter ce qui s'était passé, de raconter mon alerte à partir de 28 documents, 28 pièces jointes qui étaient jointes à mon courrier. Et si tu veux, c'était des extraits de ces pièces jointes. Donc, je racontais toute l'histoire, tout ce qui s'était passé, en citant des extraits. Donc, voilà. Donc, et ça, c'était donc, bien sûr, cette histoire de me calmer un peu. Ça fait quasiment 1 an que j'attends. Que tu n'as pas de réponse. J'ai un numéro de dossier, mais ça fait quasiment 1 an que j'attends. Et est-ce que tu peux juste… exceptionnel, hein. On est tous à la même enseigne. Sauf que moi, disons que Toubon, il a bien protégé ses copains. Voilà. Et que Claire Hédon suit le même chemin. Et tu as parlé d'un député qui t'a dit oui, mais vous savez, c'est un malentendu, refaites une demande, etc. Est-ce que tu peux donner son nom ou pas? Oui, c'était Sylvain Wasserman, qui est un LREM, qui était rapporteur de cette dernière loi d'amélioration, qui améliore la protection des lanceurs d'alerte, qui est en fait la transposition de la directive européenne, voilà. Mais si tu veux, moi j'en fais le constat, mais tous mes autres camarades lanceurs d'alerte font le même constat, les lois ne sont pas appliquées. Bien sûr. Le défenseur des droits ne fait pas son travail. Et les collaborateurs du défenseur des droits ne font pas leur travail. Voilà. Quand il y a des gros dossiers trop explosifs, là, effectivement, non. Pour le dire clairement, de toute façon, tout est fait, que ce soit pour moi ou pour mes camarades, tout est fait pour que l'on crève. Tout est fait pour que nous crevions. Donc, il y a des gens qui décrochent au fil des années, je vois bien, des gens qui coulent. Moi j'arrive encore à surnager, mais tout est fait vraiment. C'est le principe quand tu es au bord du bateau, tu es encore accroché au bateau, tu vois, tu as les mains, tu es dans l'eau et on te donne des coups pour te faire lâcher et le coup de pied par-dessus pour que tu coules bien, quoi. J'avais dit dans l'entretien avec Charles que c'est vrai qu'à l'époque, tous ceux dont j'entendais parler étaient tous présidents de ceci, présidents de cela, des titres plus prestigieux les uns que les autres, et je n'y faisais pas cas. Et en fait, donc, pour ce monsieur Lamant, qui s'appelait Marcel, mais on n'avait pas Internet à l'époque comme maintenant, donc ça ne m'intéressait pas. Donc dans l'interview, j'avais dit ça, et ça a été sorti de son contexte, là aussi. Parce qu'effectivement, donc moi j'étais dans un contexte, je venais d'arriver en ambassade et tous les gens que je rencontrais étaient tous présidents de ceci, cela, c'était des gens, on me présentait une femme, c'est la Ségolène royale du Bénin, tout ça. Alors faut la traiter avec plein d'égards. Voilà. C'était un contexte. Donc ce commentaire-là était complètement sorti de son contexte et visait finalement à me discréditer, à me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, donc c'était à remettre dans le contexte, mais ça me permet également d'évoquer donc les réseaux d'influence pour protéger mon agresseur, parce que
je ne sais pas si c'est lié finalement à tous les présidents. Parce que comme je disais, l'amant de mon agresseur était un monsieur aux relations haut placées, un président de ceci, président de cela, blabla. J'en parle dans l'interview avec Charles. Mais beau-frère des chefs d'État béninois et togolais. Dans les heures qui ont suivi l'agression, il a fait intervenir des ministres béninois pour protéger sa maîtresse. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des télégrammes diplomatiques que j'ai découverts dans le cadre de procédures judiciaires avec 2 ans de retard. Il a fait intervenir le ministre, dans la nuit, le ministre béninois de la Justice qui était en déplacement à l'étranger. Il a fait intervenir le ministre béninois des Affaires étrangères auprès des autorités françaises pour demander ma tête, etc., etc. Donc, ça, ce sont les réseaux. Ce monsieur, puisque je donne le nom, Marcel de Souza, il a sa page Wikipédia. L'homme, il est décédé en 2019, mais c'était un partenaire d'affaires de Vincent Bolloré. Il a été, après mon agression, il a été ministre du plan, voilà. Il a fait des affaires jugées illégales plus tard avec Vincent Bolloré. Donc, tu vois, tous les réseaux, tout ça. Donc, ce qui fait que moi, mon histoire, vous comprenez bien le nom de Vincent Bolloré, je l'entends depuis des années. Au début, je dis, oh, quoi, qui, quoi, qu'est-ce, mais tout ce que je vous raconte là à l'instant, c'est documenté, bien sûr. J'ai trouvé des articles de presse dans des revues spécialisées, enfin voilà, etc. Quand on cherche, on trouve. Oh voilà. oui. Quand on cherche, on trouve. Et donc, ce sont tous les réseaux France-Afrique. Moi, je me heurte au réseau France-Afrique, au réseau des affaires étrangères, au réseau, voilà, enfin bon, qu'on peut imaginer, hein, de cercles, voilà, enfin bon, des gens, finalement. Moi, je rassemble tout ça sous un seul mot, sous un seul vocable, qui est l'entre-soi. L'entre-soi. Tous ces gens-là se connaissent. C'est ce que on peut dire aussi la caste. Les liens d'affaires, d'amitié, tous ces gens-là se connaissent. Se connaissent, voilà. Mais ils se protègent les uns les autres. Et moi, dans l'histoire, je compte pas pour beaucoup. Hein. Et je ne l'accepte pas. Et tu parlais de mon énergie tout à l'heure. En fait, on a une énergie, toi et moi, différente. Moi, je suis très en colère, mais je canalise ma colère. J'essaie de la canaliser, tu vois, de façon, voilà, avec tous ces classeurs là derrière. Moi aussi, c'est difficile parce que j'en ai aussi, j'en ai moins que toi parce que ça dure depuis moins longtemps, mais c'est pareil. Il faut canaliser, comme tu dis, dans la recherche de documents, dans l'écriture de mémoire, dans les courriels, etc. Ah oui, je sais que matériellement, moi, j'ai. Alors justement, Françoise, on va terminer avec ce sujet parce que je voulais vraiment l'aborder. C'est parce que là encore, c'est une c'est une chose que peut-être les gens qui étant donné que nous étions des fonctionnaires de base. Enfin bon, toi tu étais quand même à un niveau supérieur puisque tu travaillais en ambassade. Tu sais, mon salaire en France, il était petit. Hein. Oui, mais après, à l'ambassade, c'était quand même un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais, on était destinés à être des petites mains dans l'administration, dans la fonction publique. On faisait notre travail, point barre. Mais il faut bien que les gens comprennent que quand on commence à se défendre contre ce genre de harcèlement, d'acharnement, et qui se double de l'acharnement ou plutôt de l'invisibilisation judiciaire ou procédurale, etc., eh ben, on dépense du fric. On dépense du fric. Donc là, il faut que les gens vraiment, tu vas dire la somme que tu as dépensée depuis 2009. Moi, personnellement, depuis 2016, j'en suis à 45 000, 50 000 à peu près euros. Et toi, Françoise? 60 000. 60 000. 60 000. 60 000 ou 100 000? Je fais les comptes, là, c'est 60 000. 60 000. Donc, on n'est pas très loin, alors. Mais je ne parle que des frais d'avocat. Voilà. Et donc, il faut que les gens se rendent compte, si jamais il y en a qui pensent, oui, bon, ces deux dames, finalement, peut-être qu'elles sont procédurières. Vous savez, le mot à la magique, là, procédurière. Oui, c'est la crème. Hein. Voilà. Donc, si on aimait vraiment, juste parce qu'on a un esprit un peu tordu, si on aimait vraiment se plonger dans des procédures, consulter les avocats, faire des recherches, écrire des courriers, écrire des mémoires, et dépenser des milliers et des milliers d'euros, eh ben, trouvez-en des gens comme ça qui le font par plaisir.
Voilà. Je Donc vais si on donner le un fait, chiffre très c'est parce simple, qu'on a vraiment notre honneur à défendre et la vérité à faire éclater. Point barre. L'année dernière, en 2021, j'ai eu 8 000 euros de pension de retraite, 8 000 euros de frais d'avocat. Hein. Eh ben, ça a été payé. Heureusement que les twittos m'ont aidé avec des cagnottes à payer la quasi-totalité de la somme. C'est pas pour le plaisir que je fais ça. Et j'avais anticipé que l'année allait être très difficile. J'avais écrit à tous les parlementaires en début d'année. Tous les parlementaires, puisqu'on parlait de la fameuse loi que j'évoquais. Voilà, j'ai écrit à tous les parlementaires pour les appeler à l'aide, tous. Mais c'était 525, je crois. Enfin, voilà, donc, ou 520. 577. Voilà, enfin, et voilà, dans ces eaux-là. Donc, j'ai écrit à tous. Et aucune réponse. Donc, non, enfin, bon, c'était marginal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas par plaisir. Moi, je n'ai pas dépensé la quasi-totalité de mes ressources sur l'année en frais d'avocat pour le plaisir, quoi. C'est ça qu'il faut que les gens que vous compreniez. Oui. Bon, alors, l'émission touche à sa fin. Donc, le pauvre Charles, il nous écoute depuis tout à l'heure, donc c'est lui qui va avoir le mot de la fin. Le mot de la fin, je vous conseille déjà de suivre Françoise Nicolas. Vous pouvez la suivre sur Twitter. Son arrobas, c'est @franoise Nicolas. En gros, c'est son prénom, son nom de famille tout collé, mais sans le CC dit. Moi, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, camarade Charles tout attaché. Et vous pouvez me suivre sur YouTube. Ma chaîne, c'est Charles Lacroix, évidemment. Et Jocelyne, du coup, on peut te suivre sur cette chaîne-là, sur laquelle on parle. Et puis, j'ai ma chaîne Canal Jack aussi. Redonne ton Twitter, s'il te plaît, Charles. Redonne-le. Camarade Charles. Voilà. Camarade Charles. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok. Et Franoise Nicolas, c'était bon aussi, Françoise? C'est ça? Oui, c'est très bien. Ok. Merci à tous. Merci. Voilà. Bon, écoutez, tu vois, je suis très contente, Françoise, parce que finalement, on n'a parlé que de ton dossier et c'était très, très bien. Et puis le mien, j'en parlerai à un autre moment. Voilà. Mais Charles, tu n'as pas un mot, je sais pas moi, tu veux dire un mot optimiste? Ah oui, un mot optimiste. Moi, j'aime bien terminer par l'optimisme. C'est vrai que j'ai fini un peu avec une conclusion de youtubeur là, avec oui, suivez-nous sur machin. Non, un message optimiste, je dirais aux gens qui nous suivent, de continuer de suivre et encourager des gens qui font sortir des scandales, continuer d'être attentifs, c'est très bien. Le fait qu'on soit écouté, c'est très important. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous regardez et ce que vous trouvez intéressant sur les réseaux sociaux et auprès de vos proches. Voilà. J'aime à rappeler que nous sommes le nombre. Tout à fait. Ça rebondit sur ce que disait Charles. Nous sommes le nombre. Vous avez du pouvoir. Ouais. Vous tous. Nous tous. Nous tous, nous avons du pouvoir. Nous sommes le nombre. Merci.